Et grand bonjour à tous, mesdames et messieurs. Je suis Marcelin Gauvoy. Nous sommes depuis Abidjan, les studios de RTI 1, pour ce qu'il est convenu d'appeler la matinale la plus cool, la plus in d'Afrique. On est très heureux d'être en votre compagnie en ce troisième jour ouvré commençant ce mercredi 11 mars 2020. Et l'épine dorsale, ou du moins la colonne vertébrale, pour être plus précis de cette émission, c'est la famille. Et à côté de la famille vont s'arc-bouter des thèmes assez intéressants. On va parler bien sûr de l'autodécouverte. Comment se découvrir en profondeur, comment se découvrir et faire en sorte que cette auto-découverte puisse nous profiter dans la vie de tous les jours. Et puis on aura également notre responsable d'un incubateur, M. Syriac Bougou, qui viendra et on va vraiment profiter de son savoir parce qu'il va nous parler des infox, de vraies infos, de fausses infos de la semaine. Matin Bonheur, c'est un circuit très intéressant qu'on est très heureux de conduire à deux avec Alix Kokola. Bonjour Alix. Bonjour Marcelin. Comment ça va bien? Ça va très bien. Merci en tout cas de nous suivre, de vous réveiller en notre compagnie. C'est vrai que ce n'est pas évident tous les matins 5h55 d'être au rendez-vous, mais on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait plaisir. Nous vous en remercions. Après les grandes articulations, on aura bien sûr des rubriques satellitaires qui papillonnent autour de ce programme-là pour en donner sa quintessence noble. On aura également bien sûr la participation du coach Diabaté juste à l'antenne pour nous donner du tonus pour suivre le reste du conducteur. Les trois partitions de Monsieur Régis Kofi qui est déjà dans ce studio habillé de son micro et puis dans la bonne humeur, nous déroulerons ce conducteur comme d'habitude. Absolument. Et l'habitude nous impose l'image du jour avec laquelle nous commençons maintenant sous l'onction réalisatrice de notre très chère Christelle Akoussa, de toute son équipe. On salue Claudia Nguessan, notre chargée de production, la rédactrice en chef qui chapeaute tout cela. Voici l'image du jour. Valeurs culturelles au Ghana, le port du pagne traditionnel, la valorisation du pagne traditionnel se présente comme une institution chez nos voisins, car quelle que soit la cérémonie, le Ghanéen est toujours fier d'arborer son attachement à sa culture et ça fait toujours plaisir de voir de très belles couleurs comme ça, ma très chère Alix. Exactement, et c'est un florilège de couleurs bien adapté, bien approprié pour les cérémonies, les grandes cérémonies. Et le Ghana a cette facilité-là de pouvoir mettre en valeur les pagnes bien de chez eux, qui sont confectionnés là-bas aussi. Ça s'appelle du Kent ou du Kita, et de plus en plus, on a beaucoup de couleurs. Et ça fait plaisir aux dames, parce que lors de cérémonies comme les dots, on peut les arborer avec beaucoup de candeur. Absolument, vous avez parlé des dames, les dames à l'honneur aujourd'hui avec le prénom célébré ce jour, c'est bien sûr les Rosine. Rosine et sa variante Rosine et aussi Constantin et on a aussi Sophone et son dérivé Sophonie. On salue toutes les Rosines qui nous regardent, principalement mademoiselle Rosine Maoussi qui nous regarde quelque part du côté des deux plateaux. Merci de nous rester fidèles. Exactement. Alors, vous êtes fidèles à ce programme et nous en avons encore à vous proposer, notamment des dates qui ont marqué l'histoire. On va commencer avec celle du 11 mars 1996, où les ex-Beatles, on se rappelle, ce grand groupe américain, repousse une offre de 225 millions de dollars pour se réunir en vue d'une tournée internationale. Il faut le faire, comme quoi ils ont une parole. Quand c'est raccroché, c'est raccroché. 225 millions de dollars à l'époque, eh bien dis donc. Ils en ont engrangé aussi depuis combien de temps on leur en parle, ils ont fait une bêtise. Un peu peut-être. On leur en parle. Matin Bonheur, c'est comme ça, on sourit, on est très heureux, on est très synchrone. Pour tout ça, pour votre réveil, vous tirez du lit pour vous envoyer dans la vie qui commence très tôt le matin chez nous avec l'info. Régis est là. Bonjour à vous, Alix et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Voici l'actualité nationale. Tout d'abord, on démarre avec ce communiqué émanant de la Direction générale du protocole d'État sous l'égide de son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La cérémonie d'hommage à la nation à feu Charles Kofi Dibi, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, aura lieu le mercredi 11 mars 2020 à 12 h dans la commune du Plateau, boulevard Card, face au siège de cette institution. Fin de la mise en place, 11 h 30, fait à Abidjan, le mardi 10 mars 2020.
La CEDEAO évalue la situation préélectorale en Côte d'Ivoire. Le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koné, a reçu en audience au siège de l'institution la délégation de la mission d'évaluation préélectorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, conduite par Doudou Ndir, président électoral national autonome du Sénégal. La mission séjourne à Abidjan jusqu'au 15 mars prochain. Elle envisage rencontrer les acteurs politiques. Parlons à présent du processus d'identification. L'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, a échangé avec la presse 11 millions de personnes concernées par l'opération d'identification en cours. L'ONECI souhaite que les journalistes relaient les bonnes informations concernant justement le processus. 30 tonnes de poissons avariés saisies dans un entrepôt en zone portuaire à Abidjan. Les services techniques du ministère des Ressources animales et halieutiques rassurent, aucun poisson avarié n'a pu être écoulé sur le marché. Francis Boifo. Trècheville, zone portuaire. Dans cet entrepôt, les machinistes ont reçu instruction de ne conditionner que les cartons de poissons de couleur verte. Les poissons contenus dans les cartons bleus sont avariés et font l'objet de saisie par le ministère des Ressources animales et halieutiques ce mardi. Nous avons reçu un message disant qu'il y a un camion avec un produit périmé. Depuis San Pedro, on a suivi le camion jusqu'à Abidjan et le camion a ouvert devant nous, procédé à l'inspection et effectivement nous avons vu que les produits étaient périmés puisque sur les cartons, c'est marqué octobre 2018. Et aujourd'hui, nous sommes en mars 2020. Aucune marchandise avariée ne doit être vendue sur le marché. Instruction du ministre des Ressources animales et halieutiques Moussa Dosso aux agents chargés de contrôler les produits d'origine animale. Sur le marché, il n'y a pas de produits périmés parce que nous avons saisi tout le stock. Nous rassurons la population ivoirienne qu'elle peut consommer le poisson en toute tranquillité. Les 30 000 tonnes de poissons avariés saisis seront détruits. On termine en culture avec le marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, qui a ouvert ses portes depuis le 7 mars dernier. Franck Quadio nous plonge donc dans l'ambiance du village Massa, un espace de détente où se mêlent exposition d'artisans et plateforme de diffusion de messages d'actualité. Regardons. Massa 2020. C'est le rendez-vous de l'art. Concentration pour les artistes en toute tranquillité. Ambiance bercée par le balafon. Voici un restaurant pas comme les autres. Des personnes qui ne se connaissent pas sont invitées à converser autour d'une soupe chaude sur des sujets de société. Une très bonne expérience. Oui. C'était quoi comme sujet de discussion? On a choisi le terrorisme, un fléau qui touche tout le monde et partout, qui frappe partout. Qu'ils apprennent, malgré qu'ils ne se connaissent pas, à donner leurs idées de manière très respectueuse, mais d'être engagés dans la conversation. Et à la fin de tout ça, on prend un portrait des deux protagonistes et ils inventent une petite phrase pour sceller le tout. Et ces portraits-là rejoignent des milliers de portraits qu'on a fait de partout dans le monde en voyageant. Et on a vraiment envie de continuer cette aventure. Le concept est parti du Canada, pays à l'honneur pour ce Massa 2020. Il gagne le monde à travers ce type de manifestation. L'idée est de favoriser les dialogues des cultures. À ce propos, il faut tendre bien l'oreille. C'est l'appel du djembé. Au marché du Massa, il y a de tout, des épices, du costume, de la création artistique venue des 4 coins de l'Afrique. Il y a même des parures. L'esthétique, bien pour le corps. Il y a aussi la lecture, qui irrigue l'esprit. Un homme, 2 fois ma taille, avec les muscles d'un catcheur, nous accosta. Ma particularité, c'est que quoi? C'est que je vois une image, je vois n'importe quoi, un dessin, et à partir de ça, je crée une histoire. Lire pour passer des messages avec un brin d'humour, souvent. Le stand du célèbre Adama Daiko et aussi celui de son voisin, le maréchal Zongo, qui lui parle d'immigration pour son prochain spectacle au Massa.
De tout, pour tous et pour tous les goûts, de quoi séduire les visiteurs. Je vis aux États-Unis depuis 20 ans et ça me donne un peu plus de souvenirs. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa prend fin le samedi 14 mars. Voilà, ainsi s'achève cette édition. L'actualité de retour à 6h30. Et on vous attend avec beaucoup de bonheur, Régis Cauchy. Alors, on avait annoncé le coach Diabaté. Non, il va se reposer un peu. Demain, il revient. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et c'est au coach Anissé de prendre soin des tout-petits. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est mercredi. On va commencer tout de suite à apprendre deux chorégraphies, donc une danse de Serge Beno et Bodyguard pour pouvoir vous permettre d'être un peu plus fort à la maison et à l'école. Allez, on y va. Hey! Il faut bien pousser. Attention, ferme. Allez, on pousse. Et on passe la jambe gauche devant. 1, 2, et, on y va. Et pousse bien. Encore. Allez, encore. Et encore. Et encore. 1. Attention. Ici, on reste. Et 1. Et encore 1, encore 1, encore 1, encore et ici. Allez, 1, 2, 1, 2 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Attention, je vais chercher là et pousse bien. Là-haut. 1, 2, 1, 2, 3 et encore 1 et lance-moi ta jambe, lance-moi ta jambe. Allez, encore, lance ta jambe, lance ta jambe, lance-moi ta jambe, lance ta jambe et lance-moi la jambe, ok. 1 et allez, encore, pousse bien, attention. Et 2 et reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, je lève les bras. On descend. Et encore, allez. On regarde ici. Allez. 1. En bas. En haut. Ok. On revient. Et pousse bien. Allez, pousse encore. Encore. On continue. Ok. Allez. Hey. Encore. Et ici. Allez. Encore plus vite. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Et 1. On descend. 1, 2, 3. Et là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous avez bien dansé, bravo. Revenez.
On y va? C'est bon? Ça va? Ok. Donc on donne rendez-vous aux enfants mercredi prochain pour une nouvelle chorégraphie. Donc on dit au revoir mercredi. On y va? Au revoir mercredi. Allez. Elles sont trop magnifiques, ces filles. Oh, c'est trop joli. Nouvelle trouvaille de la rédaction de Matin Bonheur pour les mercredis fitness jeunesse avec les enfants. Ça fait plaisir. On attend aussi les petits garçons, hein, je disais avec Alix. On attend aussi les petits garçons. Ça fait tellement, c'est tellement bien. Hein, ça nous apporte tellement de fraîcheur comme ça les matins. Matin Bonheur qui se poursuit, mesdames et messieurs, avec toutes ces composantes, toutes ces articulations. On fait du sport, on donne de l'info. Tout à l'heure, on va lire les journaux. Mais si on mangeait juste avant, ça vous dit? On y va. Pour ce mercredi avec cette proposition-là, c'est de la bouillie de manioc. Qu'est-ce que c'est exactement de la bouillie de manioc? Voilà, c'est ce féculent-là qu'on affectionne ici en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région, en toute l'Afrique, aime accompagner d'une sauce feuille. Voilà, la bouillie de manioc, origine Akpa Ngo. Si vous voulez, c'est le nom. Ce petit déjeuner traditionnel de pays Akan s'obtient à partir des tubercules de manioc cuite à la vapeur, accompagnée d'une sauce feuille, épinards ou feuilles de manioc appelée au fouet ngwa. Voilà, bon appétit. Et puis on met juste un zeste d'huile rouge là-dedans et du poisson pilé. Et comme puis, ça va. Ça fait du bien, ma très chère Alix. C'est bon pour au niveau thérapeutique aussi. Manioc, féculent, donc ça donne des forces, ça donne de l'énergie. Vraiment pour les enfants. Vitamine, la vitamine, le fer, il y a du zinc, il y a tout dedans. Et je pense que ça doit être reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et notre docteur Envo, qu'on retrouvera avec beaucoup de plaisir demain. Matin Bonheur se poursuit après avoir fait manger l'estomac. L'estomac profite de notre nourriture. Et nos yeux maintenant vont profiter de la dextérité de nos journalistes à travers les différentes rédactions. C'est là où intervient Monsieur Renaud. C'est la revue de presse. Bonjour Renaud. Bonjour Alex. Bonjour Renaud. Bonjour Alors, Marco. on ne se pressera pas pour cette revue de presse. On passera beaucoup de temps avec vous. Alors, l'œil du lynx, on démarre. L'annonce du chef de l'État de ne pas concourir pour un troisième mandat continue toujours de susciter des réactions. Oui, bonjour Alix, bonjour encore Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Selon Le Patriote, le monde entier applaudit un grand homme. De nombreuses personnalités ont salué cette décision du président de la République. Parmi elles, on peut citer les présidents nigériens Mahamadou Issoufou et français Emmanuel Macron. Et puis parmi les personnalités qui sont tombées sous le charme de cette annonce du chef de l'État, on a des personnalités de l'Afrique entière. Oui, et aussi du vieux continent. On peut citer notamment Akinwumi Adesina, le président de la BAD, qui déclare selon l'Inter qu'il a écrasé des larmes après l'annonce d'Alassane Ouattara, ou encore Jobst von Kirchmann, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, selon lequel cette décision du chef de l'État relève de sa propre conscience. Alors, tout autre sujet maintenant, on reste dans la République avec l'opération de contrôle des effectifs de la fonction publique qui touche à sa fin. Oui, et selon l'expression, 2223 enseignants sont dans de sales draps. À ce sujet, le ministère de la fonction publique indique que durant toute la durée de cette campagne, ces enseignants n'ont jamais été enregistrés par le système de pointage informatique mis en place. Lancé en décembre 2019, cette opération vise à mettre fin à la pratique des agents fictifs dans l'administration publique. Eh oui, on finit toujours par trouver des choses dans le placard. Alors, autre chose qu'on finit toujours par trouver, le monde est en train d'arriver à bout de cette maladie, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le coronavirus fait trembler le monde entier. C'est ce que révèle l'Inter qui indique que l'épidémie mondiale menace plutôt l'économie mondiale. Selon le confrère, toutes les grandes places boursières et le pétrole sont touchés. Et on reste dans le même giron avec le coronavirus. Face donc à cette menace mondiale, le gouvernement prend des mesures vigoureuses. Tout à fait. La Côte d'Ivoire est sur le qui-vive selon Fraternité Matin. Un dispositif de contrôle a été déployé dans tous les postes d'entrée du pays pour lutter efficacement contre l'épidémie, dont des cas ont été recensés dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest récemment. Parmi ces pays, on compte le Burkina Faso qui partage une frontière avec la Côte d'Ivoire. Et puis autre chose à présent, Soir Info fait des confidences sur M. Tidiane Thiam. Annoncé pour bientôt à Abidjan, le confrère livre des secrets sur l'ancien patron du Crédit Suisse. Pour tout savoir sur ce qui se dit au sujet de celui à qui on prête des ambitions présidentielles en Côte d'Ivoire, il faut lire Soir Info de ce jour.
Et pour terminer, le lieu de l'inhumation d'Ala-Thérèse poserait problème. Oui, 2 villages se disputent la dépouille mortuaire de la chanteuse tradi moderne. Il s'agit de son village natal Bofia et celui de son défunt mari Kokonan Kokoreko, je prononce bien, qui selon Soir Info sont au bord de l'affrontement. Face à cette situation, le porte-parole de la famille de son époux déclare « c'est la provocation de trop ». Oui, et vous, vos passages ne sont pas de trop parce qu'ils enrichissent la matinale. Merci, mon très cher Renaud. Marco. On vous retrouve demain toujours avec le même plaisir aux alentours de 6h10 en UTC. On va poursuivre maintenant et recevoir un des habitués de la matinale. Il a son siège ici, il a toutes ses habitudes, il a sa tasse, il a son pyjama, il peut même dormir ici. Il fait partie de la famille. Quand il est là, vraiment, il y a tellement de vibrations que ça tremble partout. Exactement. Renaud, on vous reçoit demain avec le même plaisir. N'inquiétez pas. Allez, c'est Cécilia Bobo avec lui. On va parler de notre fameuse rubrique Vrai ou Faux. C'est parti. Eh oui, avec lui, c'est toujours la bonne humeur et avec les bonnes informations. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé ça et là via le digital. Il va nous donner aujourd'hui sa version et sa version véridique. Bonjour à vous, Syria Gogo. Bonjour Alix, bonjour Marcela. Alors, dites-nous ce matin, on va passer au crible ces informations et on démarre avec notre pays, notamment avec la Côte d'Ivoire. Il paraîtrait que le président de la République aurait été bloqué sur les réseaux sociaux WhatsApp par le président camerounais et que cela a suscité en même temps le départ du président guinéen du groupe des présidents d'Afrique. Ça fait sourire un peu. Oui, ça fait sourire parce que c'est une info qui a vraiment circulé sur la toile et beaucoup de personnes ont même partagé l'information comme quoi notre président, son Excellence Alassane Ouattara, aurait quitté WhatsApp, donc un groupe présidentiel, si on peut le dire. Non, mais je pense que cette information est fausse, parce que même le journal même qui a écrit là-dessus, mais si cette information s'avère vraie, donc quand un journal déjà met des réserves, c'est qu'il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Et ce qui me fait sourire, c'est l'intitulé même. Ouattara bloqué par Biya sur WhatsApp, Alpha Condé quitte le groupe. No comment. Alors, deuxième chose que nous allons aborder ce matin, report du CHAN 2020, vrai ou faux? Un journal marocain a titré cela et quand tu fais les recherches, quand tu essaies de retrouver, tu te rends compte que même la CAF a fait un communiqué par rapport à cela, dans lequel ils disent qu'ils observent l'évolution du virus, vu que la CHAN aura lieu le mois prochain au Cameroun, donc à partir du 4 avril. Et un cas a été aussi détecté, au Cameroun. Donc, ils sont en pleine observation. Ils ont même mis un pool d'experts pour regarder donc sur le plan santé, donc organisationnel et tout ça, l'évolution de l'épidémie de coronavirus pour voir s'il faut annuler ou pas. À la date d'aujourd'hui, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, ils sont en pleine observation. Justement, on en vient maintenant au coronavirus qui s'invite dans cette chronique-là et avec beaucoup d'imagination, ça et là. Il paraîtrait que le sèche-main, la cocaïne, l'huile de sésame pourrait guérir le coronavirus. Oui, c'est l'information, surtout la cocaïne, mais qui a été démentie par... Donc c'est plus en France, cette information a été plus relayée sur les réseaux sociaux en France, comme quoi la cocaïne guérirait Donc je pense que la personne qui a lancé le tweet doit être soit un vendeur de cocaïne, soit un consommateur. Donc, mais c'est qui non, mais il veut saisir l'opportunité. Voilà, donc, mais heureusement que le ministère de la Santé française a démenti cette information. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la gendarmerie d'un département français, donc qui est l'Ardèche, a fait aussi donc à surfer sur cette information-là pour dire oui, ces temps-ci, certains parmi vous dans la population se sont procurés de la marijuana, de la cocaïne et autres. Nous avons besoin de contrôler si cette information, si c'est de la bonne qualité. Donc veuillez venir vers nous, donner le nom de vos informateurs et autres, tout ça. Et après, cette même gendarmerie aussi a informé la population, comme quoi il y a certaines personnes qui se font passer pour des experts, comme quoi ils peuvent protéger votre maison du coronavirus, mais c'est un fake, donc de faire attention parce que tout le monde veut venir
profiter de cette maladie-là pour venir voir un peu ce que vous avez pour vous voler. Vous avez dit un mot qui me fend le cœur, c'est pas possible de profiter de la souffrance des gens, quoi. Et ça, c'est la pire bassesse. J'estime que franchement, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer, quoi. On peut jouer avec tout, mais pas avec ça. Surtout qu'il y a des personnes qui souffrent. Alors, vous avez déjà répondu à ce qui suit. Moi, la question que j'aimerais vous poser, il y a beaucoup d'espoir en ce moment par rapport à la découverte de vaccins. Et puis, on parle aussi du fait qu'en Chine, le président chinois était à Wuhan en début de semaine. Est-ce qu'on peut avoir les informations cette fois certifiées concernant le coronavirus? Le coronavirus, il faut dire qu'en ce moment, tout le monde est vraiment en pleine observation. Que ce soit tous les grands événements, plein d'événements étant annulés, plein de compagnies aériennes sont en train d'annuler tous leurs vols à destination de leur pays. Donc, pour le moment, en date d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un vaccin qui a été... l'OMS n'en parle pas. Et si l'OMS n'en parle pas, c'est que ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Est-ce qu'on doit avoir peur pour le Massa? Notre Massa? Bon, le Massa en cours, je pense que les autorités ivoiriennes ont pris toutes les dispositions par rapport à cette pandémie, par rapport à notre pays. Donc, à la date d'aujourd'hui, il se tient toujours, donc tout va bien. On n'a pas encore de cas déclarés ici. Le seul cas qui avait été déclaré a été déclaré négatif, donc après tout ce qui est test. Donc, on est là, on regarde. Pas guéri, négatif. Il y en a qui confondent. Il y en a qui disent qu'il y avait un cas ici qui était malade. Il n'y a pas eu de cas, au fait. Il n'y a pas eu de cas. Non, la personne est venue. On l'a soupçonné. On a soupçonné cette personne d'avoir cette maladie. On a fait les tests. C'est avéré, c'est négatif. Alors, Cyriaque, on ne peut pas passer à côté de ce qui a fait aussi le buzz hier sur les réseaux sociaux. On nous annonçait deux malades du coronavirus au Burkina Faso. Et dans la même journée, une cohorte d'informations annonçait leur guérison miraculeuse. De quoi il s'agit exactement? Il s'agit, je ris parce que la veille, on avait reçu déjà l'information comme quoi 2 personnes étaient infectées du côté du Burkina Faso. Et il s'avérait après regroupement d'informations que ce serait le pasteur Mamadou Karambiri et son épouse. Et donc, qui était à Mulhouse, qui était en Mulhouse dans le cadre d'une convention qui a lieu là-bas chaque année. Il s'avère que le pasteur en question de cette église à Mulhouse a le coronavirus et il a demandé à tous ceux qui ont participé d'aller se faire dépister aussi. Et donc, lorsqu'il est arrivé chez lui aussi, donc, il a été déclaré, comment je vais dire ça, atteint de cette maladie. Ça, c'était donc dans la nuit du dimanche à lundi et dans la journée du lundi soir, on nous annonce qu'il a été guéri. À date d'aujourd'hui, je prends encore cette information, pas avec beaucoup de pincettes, parce que ce que Dieu fait, moi, je suis qu'un simple... Est-ce que c'est Dieu qui a fait encore? Donc, après... Je pense que dans les jours à venir, on c'est vrai qu'il y a eu la récupération du côté spirituel. Hier soir, il y avait un message officiel, cette fois émanant de l'homme de Dieu, qui, je rappelle, pour ceux peut-être qui ne sauraient pas, c'est une personnalité emblématique du monde évangélique, des églises évangéliques, qui a ses habitudes justement à Mulhouse, où il a fait énormément d'années. Il a un communiqué vraiment assez rassurant le concernant lui et son épouse. Oui, il a fait un communiqué disant qu'il va bien, tout ça et autres. Maintenant, après... Est-ce que c'est certifié par les instances donc on attend de voir. Parce qu'il a attendu en même temps Abidjan ici. Oui, il a attendu pour avril, pour un programme avec le pasteur Mohamed Sanogo. Donc on attend de voir le communiqué côté santé. Et concernant les matchs, ça c'était le volet Afrique, le volet spirituel et médical aussi. Mais les matchs, il y a un manque à gagner parce que les compétitions seront à huis clos, notamment en Europe jusqu'en avril, jusqu'au 3 avril pour la France et jusqu'au 15 même pour l'Italie. Qui est en quarantaine. Qui est en quarantaine, soit dit en passant. Donc, j'imagine le manque à gagner. Non, aujourd'hui, moi, je prends un exemple. L'un des plus grands événements du mobile, donc le Mobile Congress de Barcelone, qui a été annulé où il y a plus de des milliers de personnes qui viennent. Mais quand on a reçu l'information comme quoi c'était annulé, il y a des personnes avaient déjà pris leur billet d'avion, des traiteurs avaient déjà commencé à faire leurs provisions, les hôtels avaient déjà commencé. Habituel, quoi. Donc le circuit habituel. Donc imaginez cela dans le cas même de n'importe quel événement, même si c'est 10-20 personnes qui ont annulé, c'est un manque à gagner pour des personnes qui vivent qui vivent que de ça, au fait. C'est clair qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de trouver un vaccin pour guérir, mais en même
même temps, les effets pervers de cette maladie-là, c'est les effets néfastes sur l'économie mondiale qui pointent. Regarde un peu ce qui s'est passé avec la bourse. Quand on vous dit plusieurs personnes ont perdu des milliards de dollars à cause de cette crise-là. Et on espère que ça va vite s'arrêter et que l'économie mondiale va reprendre. Sinon, on risque d'avoir une inflation. Et justement, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'au niveau de la Chine, même hier, au niveau international, les gens parlaient d'une... C'est vrai que la Chine a des ressources solides, mais il y a 17% d'effet sur les exportations. Et même sur les importations, ça chauffe. Hein, ça chauffe. Même les États-Unis commencent à être touchés. Dans l'entourage même de Donald Trump, il y a des personnes touchées. Ça chauffe parce que beaucoup d'objets sont fabriqués en Chine. Comme on le dit, c'est l'usine du monde. Donc, quand tu prends une grande usine de téléphonie qui est connue, je ne dirais pas la marque ici. On devine. Voilà, donc qui a presque toutes ces pièces de rechange fabriquées en Chine, qui aujourd'hui a quelques soucis de rupture de stock, simplement parce que de l'autre côté là-bas, ils ne travaillent pas. Il y a des métiers où on peut travailler à distance, mais il y a d'autres métiers, c'est encore difficile de travailler à distance, comme dans les usines par exemple. En tout cas, merci à vous, Cyriaque. C'est toujours un plaisir de vous avoir là, comme ça. Quand on parle comme en Côte d'Ivoire, quand vous êtes là, on est hier, parce que tout ce qui vient là, on sait que ça c'est certifié. C'est Gigi. C'est Cyriaque qui a dit, c'est beaucoup qui a confirmé, qui a certifié. C'est Ori Gigi. Voilà, il est 27 pile, ma très chère Alice, regardez. Eh oui, c'est l'heure du bloc. Allez, on y va. Météo, pub. On y va. Je me tais. Bonjour mesdames et messieurs, le temps sera généralement nuageux sur la moitié sud du pays avec de faibles risques de pluie matinale sur le littoral, le sud forestier et l'ouest. Le soleil s'imposera par la suite au cours de la matinée sur ces régions. Le reste du pays sera partiellement nuageux et ensoleillé. Pour les températures de la matinée, on retrouve le pic de 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 23 à Bandoukou et Boaké, 21 à Daloa, 23 à Dimbokro, 24 à Gagnoa et Korogo, 21 à Mans, 23 à Odiné, 24 à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, Tabou et Yamoussoukro. Dans l'après-midi, le nord du pays observera un temps partiellement nuageux et ensoleillé. En milieu ou en fin d'après-midi, l'effet de la brise côtière favorisera la formation d'orages isolés, accompagnés de pluie sur les régions du littoral et du sud forestier. Dans la bande centrale, l'instabilité se développera pour donner enfin deux périodes de passage nuageux avec orages de pluie. Pour les températures, on a 32 degrés à Abidjan, 33 à Adiaké, 36 à Bandoukou, 35 à Boaké et Daloa, 37 à Dimbokro, 35 dans la région du Gor, 37 dans le Poro, 35 degrés à Mans, 37 à Odiné, 33 à San Pedro, 32 à Sassandra, 33 à Tabou et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi avec attention ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée sur la RTI. De retour dans Matin Bonheur pour développer l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous d'être avec nous.
Coronavirus, un premier cas confirmé en République démocratique du Congo. Un Congolais résident en France, c'est le docteur Eteni Logondo, ministre de la Santé, qui l'a annoncé. L'état du patient est stable, il est isolé et suit des soins appropriés dans une structure sanitaire, a précisé le ministre, qui a également indiqué que les services sanitaires vont retracer et identifier toutes les personnes ayant eu des contacts avec le patient. Le Burkina Faso a enregistré, on le disait, 2 premiers cas de coronavirus lundi. Les 2 personnes infectées sont de nationalité burkinabé. Il s'agit d'un homme de 73 ans et sa femme de 57 ans, rentrés d'un séjour en France depuis le 24 février dernier. Un 3e passager du même vol et des proches du couple contaminé ont été mis en observation. En Algérie, tous les rassemblements sportifs, culturels et politiques sont annulés. Une décision annoncée par le ministre de la Santé en raison du coronavirus. L'Algérie compte actuellement 20 cas confirmés sur son sol, dont 17 membres d'une même famille en lien avec des cas confirmés chez des ressortissants algériens en France. En Afrique du Sud, des femmes porteuses du VIH ont été stérilisées de force dans certains hôpitaux publics à cause de leur statut. Au moment de leur accouchement, elles ont été poussées à signer un formulaire de consentement. D'autres n'en avaient aucune idée. Beaucoup de ces femmes souffrent aujourd'hui de dépression et certaines ont été abandonnées par leurs partenaires faute de ne pouvoir avoir d'autres enfants. Ces décisions prises par le personnel de santé se concentrent dans les hôpitaux des régions autour de Johannesburg et d'Urban. Et pour éviter justement ces situations, il faille que les femmes connaissent leurs droits. Au Cameroun, donc, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, les avocates sensibilisent justement sur le droit des femmes. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci de votre attention. Nous reviendrons à 7 h pour l'actualité internationale. Merci à vous, Régis Kofi. Ça fait froid dans le dos de décider à la place de quelqu'un d'autre les droits de l'homme, basta quoi. Exactement. Franchement. On outrepasse ses compétences et ses prérogatives là. C'est scandaleux, Régis. C'est un crime, moi je dirais. C'est désolant. Et qu'est-ce que les droits de l'homme disent? La Cour internationale des droits de l'homme doit statuer là-dessus. Mais justement, il y a eu des enquêtes. Et il y a eu des enquêtes et il y a eu des condamnations. Ok. On ne lâche pas l'affaire. Hein. Ah non, il ne faut pas lâcher l'affaire. D'autant plus que maintenant, même vivant avec le VIH, on peut donner naissance à des enfants sains. Donc il faut laisser le choix aux gens contrôle médical, de faire ce qu'ils veulent. On peut même en guérir, on en parlera. Non à la stigmatisation. Merci Régis Kofi. Alors, on revient sur la toile avec ces fausses informations-là. On parlait du coronavirus qui fait l'actualité actuellement. Dieu merci, on n'en a rien ici en Côte d'Ivoire. Ouais. On touche du bois. Si, je dis si, condition, quelle est l'attitude que nous, on devrait avoir? Parce qu'on connaît notre comportement sur la toile. Déjà, c'est d'être des acteurs qui véhiculent la bonne information. Et la bonne information, c'est d'aller vers nos agences de tutelle, vers nos ministères de tutelle, donc le ministère de la Santé, ainsi que toutes les directions qui sont rattachées à ce ministère-là, pour aller prendre les bonnes informations. Déjà, le ministère a fait passer des communiqués, a fait passer des affiches, comme quoi, déjà, voici en termes de prévention, voici ce qu'il faudrait faire pour ne pas déjà se protéger en quelque sorte. Donc, se laver les mains, utiliser des gels et tout ça, et éviter de se saluer. Donc, aujourd'hui, même quand on va en réunion, pour se saluer, on se regarde et hier, on était à un événement et il y a quelqu'un qui a toussé dans la salle. Tout le monde s'est retourné, donc c'est pour dire que déjà, il y a quelques réflexes. Donc, même quand on veut tousser, il faut le faire soit dans un mouchoir ou bien dans son habit pour ne pas... Et pendant que vous parlez de tout, il y a une vidéo qui est devenue virale concernant le grandissime Jean-Pierre Pernaut, présentateur du journal de 13 h sur la première chaîne française, qui, en parlant justement de coronavirus, a éternué et les gens ont commencé à dire non, il va bien. Il va bien le Jean-Pierre. Il va bien le Jean-Pierre. C'est une canne de tout qu'on peut avoir dans le phrasé. Quand on parle comme ça peut arriver qu'on puisse tousser. Alors, on va quitter la maladie parce que nous, on est des gens positifs. On veut vraiment que les choses avancent. On va pas. Moi, j'aimerais, Alix et Syria, qu'on parle d'un phénomène qui est très à la mode, les amis d'eux.
sur les réseaux sociaux. Il y a les amis de temps, les amis de temps, les amis de temps, le club de soutien à temps. Comment le spécialiste du digital voit ça? Déjà, ça dépend. Vous voyez de quoi Oui, je vois de quoi vous parlez, mais ça dépend déjà de la personnalité. Donc, si moi, Syriac... Il y a des gens qu'on ne connaît même pas. On est non, des amis moi, je suis Syriac. Tu viens voir une page où il y a les fans de Syriac, ça ne peut jamais exister parce que c'est quelque chose que j'aime pas. Mais il y a d'autres qui aiment bien paraître. Il y a d'autres qui aiment se faire voir, qui aiment tout le protocole. J'ai vu des gens qui n'ont même pas de titre, mais tu vois, il y a quelqu'un qui prend son téléphone, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre son cartable, il y a quelqu'un d'autre. Donc, lui, il est déjà habitué à ça. Donc, une personne comme ça, on ne serait pas étonné de voir qu'il y a un groupe de repéros, comme vous dites. Non, il y a un groupe de personnes qui le soutiennent et autres. Mais je pense que ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Est-ce qu'au niveau politique, je vais mettre le pied dans le plat, est-ce qu'au niveau politique, ça porte d'être sur la toile, de commencer par exemple son incursion dans la politique avec un cercle d'amis? Il faut qu'on se dise des choses. En même temps, voilà, c'est un canal. Est-ce que c'est un canal qui est payant à la fin? Le spécialiste. Non. Est-ce que ça peut avoir une portée, Syriac? Ça peut avoir une portée. Mouillez-vous, jetez-vous à l'eau. N'ayez pas peur, on ne va rien vous faire. Non, ça peut avoir une portée dans ce sens où ça dépend de la stratégie qui a été mise en place par l'équipe de communication de cette personnalité, donc de cet homme politique ou de cette dame politique. De se dire, je voudrais que les relais de mes informations soient faites par le groupe de soutien. Donc, tous ceux qui veulent adhérer à ma cause, tous ceux qui veulent me soutenir, je vous invite à adhérer. Ce que je ne peux pas dire officiellement, directement, je passe par, oui, c'est une stratégie de communication. C'est une stratégie de communication, ça se fait souvent. Vrai. Donc après, c'est de se dire maintenant, il y a plusieurs, moi j'ai vu des personnalités qui ont plusieurs groupes de soutien, souvent eux-mêmes ils se retrouvent même pas qui est le vrai, qui est le faux. Des fois ils sont pas au fait. Et certains ne sont même pas informés. Je connais quelqu'un dans la sphère politique qui n'était même pas informé qu'il y avait un groupe de soutien. Donc c'est quand on a fait des recherches, parce qu'on est en train de faire un audit par rapport à son personal branding qu'on a constaté ça. La personne n'était même pas informée et on a cherché à rentrer en contact. Donc pour dire aussi, il y a d'autres personnes qui, voyant ça venir, surtout qu'il y a les élections qui arrivent, qui peuvent aller créer une fausse page fan et l'alimenter avec les informations de la personnalité. Et après, bon, chacun a son agenda. Donc, est-ce pour chercher de l'argent? Est-ce vraiment pour soutenir? Ça aussi, c'est bon à savoir. C'est vrai que tout récemment, hein, on a eu aussi dans le cadre de, on va dire, de l'atmosphère artistique, on a la mère de Didier Arafat qui a fait une vidéo pour expliquer qu'il y a une page qui se faisait passer pour elle, mais cette page-là engrange vraiment des réactions, il y a plusieurs likes et tout ça, mais elle a affirmé que ce n'était pas de son fait, c'est quelqu'un qui le faisait, mais cette personne-là suit son quotidien parce qu'à la minute près de tous ces événements, c'est relayé sur la page. Par exemple, elle a eu le courage de faire une vidéo, d'en parler, donc les gens savent qu'elle n'est pas rattachée à cette page-là. Mais pour d'autres qui n'en parlent pas, c'est pour ça qu'il est bon d'en parler. Si vous n'en parlez pas, que cette page, par exemple, commence à soutirer de l'argent, à faire du fundraising et autres, tout ça, vous pouvez avoir ce préjudice-là sur vous parce que, voilà, sur votre réputation. Donc, ça peut vraiment prendre un coup. Donc, soit vous vous affiliez avec ces pages-là, donc de manière officielle, vous le dites clairement, soit vous donnez un démenti que vous n'êtes pas rattaché. Et là, la sanction, c'est que vous pouvez porter plainte auprès de la DITT qui va faire le travail qu'il faut pour arrêter ces personnes. Justement, en parlant de la DITT, comment vous voyez l'intrusion, l'utilisation à outrance du digital dans le domaine religieux? Parce que parfois, ça nous dépasse. Comment ça? Chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, bien quelqu'un, tout le monde a sa page. On délaisse les lieux de culte, on se met sur Facebook et puis bon, on prêche la bonne parole. Et non seulement ça, il y a du live, comme Alix a dit, et ensuite, parfois, il y a de l'exagération. Il y a des dérives. Il y a des dérives aussi. Et parfois, ça n'émane pas seulement du responsable, ça peut émaner par exemple d'un fidèle, d'un groupe de fidèles. Ça, dans le domaine religieux, est-ce que ce n'est pas un peu risqué ou risquant? Ça dépend du côté où on se place. Déjà, Internet et tout ce qui est réseaux sociaux, le web ce sont des outils de communication. Donc, à chacun de l'utiliser pour communiquer le message qu'il veut véhiculer. Donc, comme je l'ai dit toujours, Internet a son bon côté, Internet a son mauvais côté. Tout comme un couteau me permet de préparer à la maison et autres, un couteau aussi permet à d'autres de faire des meurtres, malheureusement. Donc,
tout dépend de l'utilisation qu'on veut faire d'Internet et des réseaux sociaux. Pour ceux qui veulent l'utiliser dans le domaine spirituel, propager l'évangile, l'islam, toute autre religion et autres, ils le font. Maintenant, après, c'est de se dire, il y a une direction aujourd'hui des cultes. C'est à nous aussi d'attirer l'attention de cette direction-là par rapport aux dérives qui sont faites dans ce domaine. On voit des personnes dire des choses en direct. Bon, heureusement qu'aujourd'hui, lorsque tu portes plainte directement, le procureur s'est saisi très très vite. On a vu certains hommes de Dieu qui disaient des choses qui n'étaient pas avérées ou bien qui sortaient du cadre dans lequel ils devaient faire. On a vu un peu ce que ça donnait. Donc, c'est de se dire, est-ce que je l'utilise pour ce que je dois normalement faire? Donc, si je suis chrétien évangélisé, si je suis musulman, faire de l'islamisation et tout ça. Est-ce que je le fais pour ça? Si je sors de ce cadre-là, je suis sanctionné par le coup de la loi. On a une loi. Au fait, aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, c'est que Internet et les réseaux sociaux, ce n'est pas un no man's land. Il y a des lois, soit pénales, civiles. En tout cas, on peut vous poursuivre pour ce que vous dites aujourd'hui sur Internet. Donc, tout dépend de la manière que vous le dites. Si ça sort du cadre pour lequel vous avez pris votre agrément et autres, vos récépissés pour la gestion des cultes et autres, tout ça, on peut vous poursuivre. Et nous, en tant que citoyens aussi, on a le devoir d'aller porter plainte aussi auprès de la direction de culte pour attirer l'attention si eux ne le font pas, au fait. Pendant ce temps, on attend ce que ça donnait, hein, parce qu'il y a eu des phrases ici de certaines personnes. Lorsque l'Église catholique avait projeté sa marche priante, il y a eu des choses, des mots. J'espère que la direction des cultes a entendu ça. Et puis franchement, on aimerait un jour les recevoir ici pour qu'ils nous expliquent un peu comment ça se passe. Parce que parfois, il y a des choses qui se passent par rapport à la direction des cultes qui a beaucoup à dire. Ça, vraiment, nous, on rêve ici un jour d'avoir un responsable de cette direction-là. On est interrogé sur ce qui se passe, la manière dont les gens s'expriment. De tous les côtés, au niveau religieux, sur les réseaux sociaux, tout ça. Comment contrôler, c'est très très important. Et je pense qu'on va se faire Ils ont une page, je ne me rappelle pas qu'ils aient une page, mais ils ont une direction. Donc je pense qu'on va se faire le relais aussi d'en parler pour que des personnes puissent venir sur le plateau et éclairer surtout l'opinion publique. Parce qu'on a besoin d'informations. Absolument. On a besoin d'informations, comment ils dirigent, quelles sont les prérogatives, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, comment ils peuvent accompagner le citoyen dans sa compréhension de la religion dans notre pays, quelle est la place de la religion dans le développement de ce pays, comment c'est quadrillé, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut. Je pense que votre initiative est allouée et nous, on ne peut qu'accompagner cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, Internet, c'est un hub pour pouvoir communiquer, toucher au plus près sa cible. En même temps, j'aimerais vous exposer un cas et savoir si c'est une dérive. Il y a des personnalités publiques qui engrangent beaucoup d'audience, par exemple, sur Internet. Elle peut poster un sujet et on se retrouve dans des commentaires avec d'autres personnes qui, par exemple, proposent leur service tout simplement pour profiter. C'est de l'opportunisme adéquat ou c'est une dérive? Oui, le style grand voyant, magique, du zébeto, quelque chose comme ça. Traditionnel, à Bobo Sagbe. Ou bien je vends gâteau sur la taille. Non, hors sujet, quoi. Voilà. Tout le monsieur parle des sujets pertinents, importants. Je vends gâteau. C'est là que le travail du community manager ou bien de celui qui gère les gestionnaires de la page. On les laisse opérer comme ça. Non, tu effaces. Donc dès que tu vois, c'est pour ça qu'il faut pas juste ouvrir une page ou bien il ne faut pas juste ouvrir un compte. Pour ouvrir un compte, il faut suivre ce qui se dit sur ton compte parce que des personnes peuvent venir profiter. Un grand débat de société, les gens donnent des arguments, contre-arguments, arguments intermédiaires. Et puis, grand voyant traditionnel, ophtalmologue, je réside à Bobo Sagbe. Et puis, beaucoup de numéros de téléphone comme ça. Ouais. Non, mais c'est des supprimés. C'est des supprimés et aujourd'hui, les plateformes donnent la possibilité de bloquer ces personnes-là pour ne plus qu'ils viennent. Donc, on peut les bloquer. Bloquez-les. Pour ne plus qu'ils viennent spammer vos commentaires. Non, il y a des gens qui sont... Moi, je connais... Je dirais pas. Mais faut pas dire le nom, mais bon. Je connais... Dites-moi à votre manière. Dites tout. N'ayez pas peur, on est là. Au niveau de ma confession religieuse... De gros opportunistes, quoi. Je m'occupe du digital. D'accord. Souvent, quand on fait c'est vous qui mettez les messages là. Et quand on fait les directs, il y a des personnes qui sont là spécialement pour venir faire cette promotion dont vous parlez. Eux, ils sont là, c'est leur travail. Tu effaces, ils mettent, tu effaces, ils mettent. Et
Après discussion et renseignement auprès de Facebook, ils nous ont dit non, vous pouvez les bloquer, voici la consigne à faire et autres. Est-ce qu'un religieux peut faire un direct comme le citoyen lambda, honnêtement? Non, le direct doit se faire. Ou bien avoir des affiches comme un homme politique. Moi personnellement, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, parce que je l'avoue, je préfère voir la photo d'un homme religieux que la photo de quelqu'un d'autre sur les pancartes. Mais est-ce qu'au niveau sociétal, c'est normal? Comme je l'ai dit, nous sommes en communication. Communication, c'est de parler de ce qu'on fait, de parler de si c'est une personnalité, de qui est la personnalité, mais dans un but bien précis. Donc, si cette affiche, un temps bien précis. Donc, si cette affiche, nous, en tant que tout ce qui est mœurs, ne va pas dans le sens contraire des mœurs ou bien de ce que la société normalement dit, il n'y a pas de souci. Mais si ça va en dehors de cela, dans des postures bizarres, ou bien avec un langage qui n'est pas adéquat, là, il faut se poser des questions. Est-ce qu'il ne faut pas mettre l'évangile ou bien l'islam devant et s'effacer? Ce n'est pas ce qu'on nous recommande? C'est ce qui se fait. Maintenant, après, vous savez... Mais il y a des photos qui sont en 3K et puis il y a le message est petit comme ça. Moi, ce que j'ai compris... Avant, je critiquais comme vous. Mais ce que j'ai compris, c'est que les gens ne lisent pas. Ça, c'est le premier point. Même si tu as mis toute l'information, le lieu, l'heure et autres, ils vont te mettre c'est où, c'est à quelle heure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, souvent, la personnalité religieuse est en lui-même un signe, comment je vais dire ça? Pas un signe, mais permet de dire comme c'est telle personne qui organise tel programme, a un charisme. Donc les personnes se sentant en lui veulent venir. Donc dans ce cadre-là, il y a certains, sinon je connais des hommes de Dieu qui n'aiment pas ce que vous dites là, qui n'aiment pas ça. Mais souvent ils sont obligés de le faire parce que le fait d'avoir leur image sur une affiche peut attirer. Et le plus important, c'est de parler à ces personnes vers qui on ne peut pas aller pour, dans le cadre chrétien par exemple, de les évangéliser. En tout cas, il faut ordonner les choses sur le digital. On ne peut pas tout se permettre. Les choses sont bien organisées et puis il peut y en découler des sanctions. Donc faisons attention. Merci en tout cas, Cyriaque, d'être passé sur notre plateau. On se voit la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Merci. Nous, on va recevoir dans quelques instants notre nouvelle coach, nouveau visage pour la chronique coaching, avec elle on parlera de l'autodécouverte ou la connaissance de soi. Alors, c'est plein de choses. Hein. Vous procédez comment pour entrer en vous-même, l'introspection? Oui, comme j'aime à le dire, quelqu'un qui me disait toujours, il faut rester fidèle à sa lumière interne. Donc, malheureusement, avec ce lancement magnifique d'Alix, qui a respecté le conducteur, ne pourra pas être avec nous. Cette dame, pour des problèmes indépendants d'Alix et votre serviteur, de notre volonté. On va poursuivre, c'est le plus chanceux aujourd'hui, Cyriaque. Cyriaque, on va poursuivre avec lui jusqu'à 56 heures. D'accord, on vous garde avec plaisir. Oui, avec beaucoup de plaisir. Cyriaque, ce sera la prochaine fois. Vous savez que Matin Bonheur est une émission matinale. Ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident pour tout le monde d'arriver au bon moment. Et puis, bon, on peut être un peu empêché par des embouteillages, par des problèmes mécaniques avec sa voiture. Donc, toutes nos excuses. S'il y a des invités qui sont annoncés au sommet, qui ne sont pas là, c'est indépendant de notre volonté à tous. Cyriaque, on va terminer avec le digital et les enfants. Comment digitaliser nos enfants, entre guillemets? Comment digitaliser nos enfants? Déjà, éviter moi c'est le conseil que ça c'est personnel et autres, évitez autant que vous le pouvez de donner une tablette, un téléphone à un enfant. Un enfant, moi ce que je fais c'est plutôt je favorise tout ce qui est lecture, donc livres et autres, au point où ma fille de 4 ans, quand elle doit dormir, papa lis-moi une histoire, ou bien dès qu'elle se réveille le matin, 6h30, papa, ça marche encore ça? Papa, j'attends mon histoire. Ça, et quand je voyage, si je n'ai pas ramené de bouquins, je sais ce qui m'attend. Donc, ça, on a réussi, mon épouse et moi, à vraiment lui éviter. C'est maintenant qu'elle va avoir une tablette, mais dans un but éducatif. D'accord. Donc, quand vous donnez une tablette ou bien un téléphone à la personne, déjà vérifiez si c'est un enfant. Voyez si vous ne pouvez pas mettre... tout ce qui est... Un contenu adapté. Non seulement le contenu adapté, mais aujourd'hui, voilà, contrôle parental, pour contrôler, pour ne pas qu'il parte sur des sites interdits au moins de 18 ans parce qu'il n'a pas cet âge-là. Donc ça, c'est possible de le faire sur certaines tablettes, sur certains téléphones. Après, ça là, c'est de se dire, il utilise le matériel
à une heure bien précise. Donc, si tant qu'il n'a pas fini de faire ses exercices, on ne lui donne pas son téléphone, on ne lui donne pas sa tablette, on ne lui permet pas de jouer sa console. Voilà, donc pour qu'il soit concentré et autres. Parce que ce qu'on a constaté, le fait qu'ils soient chaque fois sur leur tablette et autres, les rend, ils sont plus sociables. Quand ils sont dans quelque part, il y a plein d'enfants autour d'eux, ils sont concentrés sur leur tablette, ils ne veulent même pas jouer. Et ça, après, ça fait que l'enfant a un certain déficit par rapport à son entourage et autres. Donc, le conseil, c'est de limiter l'utilisation de tout ce qui est digital, donc jeux vidéo, tablettes, téléphone à vos enfants, et surtout de contrôler qu'est-ce qu'il fait. De temps en temps, regardez ce qu'il a l'habitude de consulter, sur quoi il va, avec qui il discute. Donc, si c'est un garçon, regardez un peu même son compte Facebook. Vous n'avez pas forcément besoin de lui demander d'être ami avec lui, mais c'est de voir un peu avec quel type de contenu déjà lui-même il publie. Ça vous donne une certaine idée de qui il fréquente et autres, tout ça. Ça ne va pas créer des conflits, la démarche cachée? Non, après c'est de discuter, c'est de lui dire je t'offre ça, mais sache que j'ai le droit en tant que ton parent aussi de regarder ce que tout est dans l'explication. Si je lui explique que je le fais cette démarche-là, pas dans le but de le surveiller, pas dans le but de regarder, non, de l'espionner et autres, non, dans le but de le protéger, je pense que sa manière de voir les choses peut changer. Alors de là, par rapport à ce que Alix dit, qui est très important, et qu'est-ce que vous pensez des parents qui clonent le téléphone de leurs enfants? Quand l'enfant reçoit un message, il reçoit le message aussi. C'est très à la mode en ce moment à Abidjan. Oui, c'est beaucoup à la mode, pas seulement les parents, pas seulement les enfants. Hein, les maris jaloux, les épouses jalouses aussi. Les épouses, je connais plein de personnes qui clonent le matériel des uns des autres, mais déjà c'est puni. Vous avez quoi à vous reprocher? Marcella, tu te reproches quoi? Vous avez quoi à vous reprocher? Je me reproche rien. Ok, d'accord, donc on va donner le code à madame. Non, bref. Non, mais juste pour dire... Avec les médicaments qui vont avec. Confession? Non, non, les médicaments de joie. Les médicaments de joie. N'écoutez pas Marcella. Donc, quelle entreprise? Pour revenir à notre sujet, pour revenir vraiment à notre sujet, c'est une pratique parce que c'est une donnée à caractère personnel. Donc, elle est punie par la loi chez nous ici. En tant que parent, c'est de se dire, je veux contrôler, mais en discutant. Mais à l'heure des enfants qu'on enlève, à l'heure des enfants où la société est devenue, fait de plus en plus peur, est-ce que ce n'est pas une protection aussi des parents? Si, c'est une protection. Mais c'est pour ça que je dis à ton enfant que dans le but de te protéger, voici les actions que je serais emmené à faire sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ta console, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au moins, il est prévenu. Mais quand tu le prends à l'improviste, c'est là que ça crée des clashs entre les parents et leurs enfants par rapport au matériel. Ils s'enferment. Moi, je connais des parents avec qui on a eu à discuter. Quand tu discutes avec le jeune, non, maman m'a pas prévenu qu'elle devait fouiller dans ma chambre. Elle est venue, elle a vu ça, elle a vu ça. C'est pour ça que je m'enferme, c'est pour ça que je ne vais plus manger. Et bon, après, bon, c'est les caprices. Ils sont rassasiés aussi des temps. Non, il faut discuter. Vous avez parlé aussi de l'âge. Là, vous avez donné l'exemple de votre fille qui a 4 ans maintenant, qui est en âge de recevoir une tablette. C'est ça l'âge indiqué? Le mérite. Pas forcément indiqué, mais pour moi, je pense qu'on a fait une grande partie, on l'a habitué à... Il faut connaître son enfant. Ça c'est bon, je sais qu'il y a des spécialistes sur les enfants qui sont plus oui, on va recevoir dans quelques instants Madame Telleron. Mais il faut connaître son enfant, il faut connaître l'identité de son enfant, le charisme de son enfant. Et en fonction de ça, on l'éduque en fonction de cela. Donc, je sais qu'aujourd'hui, ma fille a en âge d'avoir une tablette parce que je lui ai déjà dit, même avec mon téléphone ou bien le téléphone de madame, non, tu ne prends pas, tu ne fais pas. Quand on te demande, tu donnes. Donc, si je lui demande sa tablette, elle sait qu'elle doit me donner. Donc, il y a ces petits réflexes, ces petits gestes-là qui ont été déjà faits. Et je la salue, je salue mon épouse, je salue toute la famille. Profitez. En tout cas, aujourd'hui, c'était spécial Syria pour ce que vous avez donné. Hein. Merci infiniment d'être resté avec nous tout ce temps-là. Merci pour votre professionnalisme, Syriac. Des personnes comme vous, on en demande sur le plateau vraiment pour nous éclairer et vraiment en mode 360. Quoi. Merci infiniment, très cher jeune frère. Matin Bonheur se poursuit avec un autre jeune frère, Tony Truand. Tony qui nous donne les infos chaque matin. Lui, c'est Régis, l'homme au gilet, est avec nous ce matin une fois de plus pour sa dernière partition dans la matinale.
Vous êtes ivoirien, âgé de 18 à 45 ans, ce message vous concerne. Dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat RP 2020, le bureau technique permanent du recensement et l'agence de l'emploi jeune recrutent 35 900 agents recenseurs. Si vous êtes désireux de participer au développement de la Côte d'Ivoire, rejoignez dès maintenant notre équipe d'agents recenseurs. Les intéressés seront recrutés, formés et affectés dans la région où ils auront fait acte de candidature. Inscrivez-vous gratuitement sur les liens suivants: https://recrutement.rp2020.ci et www.emploijeune.ci. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Madame, Monsieur, bonjour. Si c'est seulement maintenant que vous nous rejoignez. Dans l'actualité internationale, le coronavirus qui continue de faire des dégâts avec plus de 1000 morts hors de Chine continentale, 1115 pour être précis. Ce cap a été passé avec l'annonce hier soir par les autorités italiennes de 168 nouveaux décès, un record en 24 heures dans le pays. Le virus fait 631 morts au total en Italie, pays le plus touché d'Europe, le deuxième au monde. Pour la première fois, le président chinois a effectué hier une visite surprise à Wuhan, d'où est partie l'épidémie. Une épidémie qui semble être désormais contenue, selon lui. La venue du dirigeant chinois est intervenue après l'annonce, le jour même, par le ministère de la Santé, de chiffres encourageants pour la Chine, avec seulement 19 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures. 14 hôpitaux provisoires construits pour faire face à l'afflux des patients pendant l'épidémie ont fermé et les restrictions commencent à être levées.
Un patient diagnostiqué séropositif en 2003 ayant bénéficié d'une greffe de cellules souches est désormais guéri. C'est ce qu'ont annoncé ces médecins. Comme le patient de Berlin, l'Américain Timothy Ray Brown, considéré guéri en 2011, ce patient de Londres a subi une greffe de moelle osseuse pour traiter un cancer du sang et reçu ainsi des cellules souches de donneurs porteurs d'une mutation génétique rare qui empêche le VIH de s'implanter, le CCR5. Le fait que la guérison du patient de Berlin soit restée isolée pendant près de 10 ans laissait penser à certains que ce n'était qu'un coup de chance. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé hier qu'il pourrait se présenter à un nouveau mandat présidentiel après l'adoption en deuxième lecture par les députés de sa réforme constitutionnelle. C'est désormais à la Cour constitutionnelle de trancher. Si la Cour donne son aval à cet amendement, Vladimir Poutine pourrait en théorie effectuer un 5e et un 6e mandat à la tête de la Russie. Selon la constitution actuelle en vigueur, Vladimir Poutine n'a pas le droit de se représenter en 2024, le texte imposant une limite de 2 mandats consécutifs. En France, le procès pour des soupçons d'emploi fictif de Pénélope et François Fillon, ainsi que de Marc Julot, son ancien suppléant à l'Assemblée, est entré dans sa dernière ligne droite. Le procureur a requis hier 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes et 10 ans d'inéligibilité contre François Fillon et 3 ans de prison avec sursis contre Pénélope Fillon. Contre Marc Julot, il a requis 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 € d'amende, soit un peu plus de 13 millions de francs CFA. La justice du Paraguay a décidé hier de maintenir l'ancienne star du football brésilien, Ronaldinho, en détention provisoire pour usage de faux passeports. C'est ce qu'a annoncé le procureur Osmar Ligal. Le juge a rejeté la demande de la défense de liberté conditionnelle ou d'assignation à domicile de l'ancien joueur de 39 ans, a déclaré aux journalistes le représentant du ministère public. On passe au foot et la Ligue européenne des champions. Les Allemands de Leipzig se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Ils ont battu le Tottenham de Serge Aurier 2-0 hier, 3-0 sur l'ensemble des 2 rencontres. Ce soir, le Paris Saint-Germain sera face à Dortmund avec un retard 2-1 pour les Allemands à l'aller. Notons que le match se jouera à huis clos en raison du coronavirus. À suivre également le choc Liverpool-Atlético Madrid, 1-0 pour les Espagnols à l'aller. Voilà, c'est tout pour ce 7h. Excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Régis. Belle journée à vous et on se voit demain jeudi pour le final vous concernant. Alors, nous, on reçoit aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, comme maintenant depuis 2 mercredis, Madame Eunice Tollereau pour parler de notre chronique thématique famille. Aujourd'hui, les enfants seront à l'honneur. Il faut savoir que l'enfant, ça rime toujours avec insouciance. Et dans cette insouciance-là, il arrive des fois de faire quelques gaffes qui sont évaluées et sanctionnées par les parents. Mais comment le faire pour ne pas heurter à l'évolution de l'enfant? Elle nous dira tout ceci après le jingle. Eunice Tollereau, mesdames et messieurs, est une consultante internationale qui vraiment nous fait profiter donc de son intelligence, de son esprit vif et dynamique. Plusieurs mercredis maintenant dans cette autre saison de la matinale Nouvelle Formule. Avec elle, nous allons aborder un point très important de l'éducation. Nous sommes à l'époque où les parents ont beaucoup de choses à faire, ils sont très loin des réalités quotidiennes des enfants. Comment rattraper ça? Et notamment dans la manière d'adresser des châtiments entre guillemets aux enfants. Comment les punir et comment s'y prendre? Diplomatie, carotte, bâton, bref, avec elle, on va tout savoir aujourd'hui. Bonjour Madame Tollereau. Bonjour Marco, Alors, bonjour Alix. Quand et comment punir mon enfant? C'est tout un programme. C'est ça, tout à fait. Ben, en fait, avant de répondre à la question quand et comment punir, c'est important de clarifier un certain nombre de choses. En général, on pense à punir un enfant lorsqu'il fait des gaffes, mais on confond pas mal de choses. Il faut savoir qu'il y a 3 éléments dont il faut faire une bonne distinction. Il y a les actes qui sont des actes de maladresse, d'accord? Il y a certains actes que nos enfants posent aussi qui sont liés à un manque de maturité. Et il y a les vrais gaffes qui sont des actes répréhensibles, d'accord?
Et avant de répondre à la question, moi, je voudrais vous proposer un petit quiz pour qu'on puisse bien faire le distinguo entre ces trois choses. D'accord? Ça marche. On ne triche pas à son voisin. Hein. Non, non, pas du tout. Faites-nous Je vais vous donner des C'est vrai cas qu'on est pratiques. synchrone, mais on ne va pas regarder. Il n'y a pas de souci. On ne pétrole pas ici. Voilà. On ne triche pas son voisin. Donc, je vais vous poser, vous présenter des cas pratiques et puis vous allez me dire si ce qui s'est passé dans ces cas pratiques-là correspond à une vraie gaffe, à une maladresse ou à l'immaturité de l'enfant. 1. Stéphanie, votre fille de 9 ans, a fait pipi au lit. D'accord. Je fais comme mon ancien voisin de terminale. Stéphanie, à 9 ans, elle a fait pipi au lit. C'est bon, on lève les ardoises. Alors, c'est... De l'immaturité pour moi. De l'immaturité. OK. Marco, immaturité. D'accord. Ben, c'est pas la bonne réponse. C'est une maladresse. Elle a 9 ans. Oui, ça peut arriver. À moins qu'elle se lève volontairement pour faire pipi au lit et qu'elle se rendorme. Mais c'est un acte involontaire. Parce qu'en général, même quand un enfant fait pipi au lit, il culpabilise, il a honte, il est triste. Non, on s'est dit que peut-être elle n'a 9 pas... ans, Elle a déjà eu le procédé pour pouvoir se lever, faire pipi, parce qu'à un certain âge, on arrête le port de la couche quand même. Bien sûr. Et puis, avant d'aller au lit, on envoie toujours les enfants. Allez faire pipi, allez vous brosser les dents comme on avant dit, d'aller on peut dormir. mettre sous le couvert de elle a bien mangé, elle était trop rassasiée, quoi. Oui, c'est vrai. D'accord. Mais ce n'est pas toujours évident pour tous les enfants. Il y en a qui acquièrent ce contrôle de la vessie là, vers 3 ans, 4 ans. Et puis, il y en a chez qui, il y en a qui prennent un peu plus de temps. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, Là, vous ne nous dites pas si c'est une 9, habitude. 10 ans, hein. Là, vous ne nous dites pas si c'est une habitude ou pas. Ou bien c'est inattendu. C'est inhabituel, c'est arrivé. Ah, voilà, ça aurait dû figurer dans la question. Exceptionnel. Stéphanie a exceptionnellement fait pipi à 9 ans. Donc, levez votre ardoise. Voilà. Question mal formulée. Allez, question mal formulée. Marco, Alice, bonus. Tidiane, votre fils de 3 ans a perdu les clés de votre voiture. Et là, vous vous apprêtez à sortir et Tidiane, qui a 3 ans, a perdu les clés de la voiture. Une maladresse. OK, d'accord. Alix? Il a 3 ans. Il a 3 ans. Il a 3 ans et il a perdu les clés de la voiture. Il faut laisser le petit respirer. Il n'a pas fait exprès. Maladresse, on va dire que c'est plutôt de l'immaturité. À 3 ans, on ne sait pas prendre soin des objets. Donc devant 15 c'est vrai millions, que c'est énervant. donc hein. devant 15 millions de gens, On a vous dites zéro. que 25 millions de gens, on a zéro. Quoi. Ok. Non, mais ne vous inquiétez pas. Vous voulez parce toujours que... venir sur ce plateau. Ok. Ne vous inquiétez pas parce que la majorité Interrogation des parents... surprise Mais bon, en plus. puisque hier, nous avons reçu ces quelqu'un de erreurs. droit, au niveau du droit, c'est une maladresse. Parce qu'un enfant de 3 ans ne peut pas appréhender l'attention totale requise pour savoir où il a mis la clé, il y a 2 minutes. En plus, il considère comme un jouet. Objection, votre honneur. C'est un jouet pour lui, donc Oui, c'est une maladresse. C'est une maladresse. En fait, on a si vous persistez, dans tous les cas, on est tous d'accord que ce n'est pas une vraie gaffe. Voilà. Voilà, Ok. d'accord. René Emmanuel, votre fils de 7 ans, a injurié sa nounou. Il a injurié la nounou, il a 7 ans. De quoi s'agit-il? Ah, vraie gaffe. Aïe, 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 c'est pas Là, bon. au moins, on est tous d'accord. Ensuite, Rosie, il me reste 3 cas. Rosie, votre fille de 18 mois, a fait des gribouillis sur vos fauteuils blancs tout neufs, flambant neufs. Flambant neufs. 18 mois. Immaturité. Bravo. Ça fait combien? 2 bonnes réponses. Non, on a tout trouvé depuis. On a tout trouvé depuis. Hein. Il y avait Ça fait 3 consulter. bonnes réponses, mais 2 questions Voilà. pas bien posées. Pas bien posé. Autant pour moi alors. David Josué, votre fils de 4 ans, raconte à ses amis que vous êtes allé en vacances aux États-Unis alors qu'il est resté à la maison pendant toutes les vacances. Oh, mais pourquoi il fait ça? De quoi s'agit-il? Vraie gaffe? Ben oui. Ben, il y a un petit piège dans la question, c'est l'âge de l'enfant. Il a 4 ans. Est-ce que vous savez qu'à 4 ans, un enfant ne fait pas correctement la différence entre son imagination et la réalité? Donc si l'enfant rêve d'aller aux États-Unis, qu'il se voit aux États-Unis, pour lui, il est... Donc si l'enfant fait pipi aussi, voilà, on vous prend au mot. N'est-ce pas? Par contre, Donc... si l'enfant a 7 ans, 8 ans, qu'il fait ça, il s'agit d'une vraie... Voilà, Stéphanie, elle a 9 ans. Qui est pissouli. Enfin, Audrey, votre fille qui est aussi... Audrey, ma fille. Ne connaît pas sa table de multiplication par 5.
De quoi s'agit-il? Elle a quel âge? Elle est au CE2, donc elle doit avoir, on Oui, va au dire... CE1, on a déjà fait, on révise encore. 8 ans par là, 8 ans. Elle ne connaît pas sa table de multiplication par 5. De quoi s'agit-il? Pour le quiz, il n'est pas facile quand même. Maladresse, vraie gaffe. Effectivement, cette question-là, ça dépend. Ça dépend. L'honneur est sauf. Tu as eu peur d'avoir le 0. Si Audrey est une petite fille qu'on sait très intelligente, qu'elle devait travailler, devait réviser, et puis qu'Audrey a préféré aller jouer avec ses amis, elle n'a pas appris sa table de multiplication, il peut s'agir d'une vraie gaffe. Par contre, si Audrey n'a pas compris, bah, c'est peut-être qu'elle est en période d'apprentissage. Donc voilà, ça peut être l'immaturité, elle est en train de grandir. Ou bien, ben, elle a tout trouvé, mais elle s'est trompée sur la table de multiplication par 5, par exemple. Ça peut être une maladresse qui arrive. Pourquoi ce petit quiz? Vous voyez que ce n'est pas évident. Oui. C'est pas évident pour beaucoup de parents parce qu'on confond. Et des fois, on veut punir pour des maladresses, pour des actes liés à l'immaturité de nos enfants, alors que les punitions, ben, elles ne sont constructives que quand il y a de vraies gaffes. Maintenant, pour en revenir à la question, c'était comment punir, n'est-ce pas? C'est ça. Comment punir? Pour chaque cas, comment adapter? Quand et comment punir son enfant? Quand et comment punir son enfant? Déjà, je dirais qu'il y a différentes méthodes de punition. En Afrique, on pense systématiquement à frapper. Ouais. C'est vrai. Mais c'est interdit maintenant par la loi. Oui, c'est interdit. La bastonnade, les fessées et autres. En Côte d'Ivoire, c'est interdit. C'est interdit, mais bon. La loi l'interdit. Officiellement, c'est interdit. D'accord. Et si on va dans la cour d'à côté, peut-être que... Et pourtant, en fait, il y a plusieurs méthodes pour corriger et pour punir un enfant. Déjà, quand un enfant fait une gaffe, vous pouvez commencer par l'avertir de manière verbale. Il y avait René Emmanuel qui injurie sa nounou. René Emmanuel, je n'aime pas ce que tu as fait. Je ne veux plus t'entendre prononcer ces paroles. Tu as bien compris, la prochaine fois que tu le fais, ça ne va pas bien se passer. Ça, c'est déjà gronder l'enfant. Il y a certains enfants à qui ça suffit. Les enfants qui sont consciencieux, vous les reprenez comme ça, ils vont se ranger. D'autres... Objection. Oui. René Emmanuel, je ne suis pas contente de ce que tu as fait. Mais dire comme ça, René Emmanuel, est-ce que ce n'est pas une violence morale qu'on inflige à l'enfant? Menaçant, dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Est-ce qu'avec le temps, ça n'agit pas sur l'enfant? Si je dis par exemple, René Emmanuel, cette femme, elle est plus âgée que toi. Et puis, quand papa et maman ne sont pas là, elle se démène pour toi. Donc, tu n'as pas le droit, avec un ton vraiment posé. Explicatif. Oui, on peut le faire, si c'est la première fois, d'accord? D'accord. Si René Emmanuel récidive une fois, 2 fois, il faut qu'il y ait une escalade quand même, pour que René Emmanuel comprenne qu'il est en train d'enfreindre certaines règles et qu'il est en train de toucher à certains interdits, parce que il faut respecter les autres et il ne faut pas injurier, d'accord? Donc oui, c'est bien même d'y aller mollo, progressivement, d'abord avertir doucement. Ensuite, il y a d'autres méthodes. Il y a par exemple l'isolement. L'isolement, c'est tu vas au coin, tu vas te mettre à genoux. Et quand vous isolez votre enfant, vous devez vous assurer qu'il est vraiment isolé de toute source de distraction. Pas la télé dans son champ de vision. Ou les railleries ou moqueries des frères. Ah. Si, ouais. C'est ça qui fait mal. Oui, c'est ce qui fait mal, oui, parce que les autres vont le narguer là-bas et ça crée vraiment un mal plus fort même que peut-être la punition. Oui, quand on veut punir aussi, il faut éviter d'humilier parce que nos enfants sont quand même des êtres humains. Ou devant ses amis, les amis sont là, allez, là, devant tous ses amis, ça peut être humiliant pour l'enfant. Alors, ensuite, il y a... On va teaser un peu, hein, ça y est, on va teaser un peu. On va voir un peu comment les Ivoiriens réagissent pour voir s'ils sont en adéquation à ce qu'on a dit depuis le début sur ce plateau. Okay. Ce sera un exercice aussi. Vous verrez que ce n'est pas nous seulement qui avons 2 ou 3-0. Allez, micro-trottoir grâce à notre bonzo national. C'est parti. Je pense que c'est important de punir son enfant. Et surtout rappeler que c'est fonction à la gravité de la faute. Pour des fautes minimes, on peut juste le priver de beaucoup de choses. Par exemple, de goûter, de sortir, de jouer. Et lorsque ce sont des fautes qui sont graves, on peut par exemple, pas forcément toujours le taper ou même le chicoter. On peut peut-être le mettre pied au mur, le mettre à genoux. Souvent, je pense qu'il est bon souvent de taper un peu, de chicoter un peu. Ça permet un peu à l'enfant d'avoir un peu peur et de ne pas le reproduire. S'il fait des gaffes, par exemple le vol, ou bien il mentit, c'est des choses qu'il faut corriger. Mais ce n'est pas forcément pour lui infliger, je vais dire, une pénalité. Voilà, ce que l'enfant même, je vais dire, saigne. Non, mais c'est plutôt dans le sens de la correction.
Là, quand il grandit avec certaines valeurs qui lui permettent d'être équilibré dans la vie. Ça dépend du comportement, ça dépend de l'acte qu'il a posé. Et par rapport à ça aussi, on peut lui imposer une punition selon la faute. Bon, si la faute n'est pas trop lourde, une punition juste peut-être se mettre en genoux pendant un certain temps. Si la faute est un peu lourde, peut-être le punir par rapport au jeu qu'il aime. En tout cas, l'interdit de toucher ce qu'il aime. S'il aime beaucoup jouer, l'interdit de jouer pendant un certain temps. Voilà, beaucoup d'avis. On parle du profil de l'acte, des valeurs à inculquer, mais tous sont unanimes qu'il faut infliger une correction. Bien sûr, parce que quand il n'y a pas de correction, c'est comme si on vivait dans un pays avec des lois sans sanction. S'il n'y avait pas de prison, ben, il y aurait eu beaucoup de vols, beaucoup de meurtres. Ça allait être la jungle. Et la correction permet à l'enfant de se rappeler qu'il y a des règles et qu'il faut se comporter d'une certaine manière parce qu'on est en société. C'est ce que vous développez tout à l'heure et que nous avons coupé. Oui. Voilà, surtout la forme de la correction aussi. Est-ce qu'il faut en arriver forcément au sévice corporel? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Et je pense justement que c'est à cause de ces sévices-là qu'il y a eu cette loi pour interdire les châtiments corporels. Il ne faut pas virer dans la maltraitance. Il y a des parents qui sont durs, qui vont mettre du piment dans les yeux de leurs enfants, dans les organes génitaux. Certaines personnes qui vont verser de l'eau chaude sur les enfants, battre à sang. Non, pas cela. En fait, à part le fait d'isoler, il y a d'autres méthodes. On peut priver aussi l'enfant je ne dirais pas goûter, mais d'un jouet, par exemple, qu'il apprécie bien. Ce à quoi il tient le plus. Voilà, de la télé, de regarder la télé. On peut le priver d'une sortie, etc. Il ne faut pas priver l'enfant d'éléments vitaux pour lui, comme par exemple son dîner, ou alors encore le priver d'un cadeau d'anniversaire, si vous avez l'habitude de lui en offrir, de son cadeau de Noël. Oui, on menace beaucoup sur les anniversaires, c'est vrai. Voilà, faut pas quand même le faire parce que ça peut laisser une marque assez forte à votre enfant. Ensuite, vous pouvez infliger aussi des corvées à vos enfants. À l'école primaire, nous, on nous a fait recopier 100 fois « je ne bavarderai plus en classe, je ne bavarderai plus en classe », etc. Et quand vous finissez la corvée, ça vous dissuade de reproduire l'acte. Ça peut être aussi « j'ai sali le salon, mais je vais balayer, je vais nettoyer, je vais vider les poubelles ». Ça, c'est des corvées qui permettent aussi de corriger les enfants. Une autre méthode peut être aussi de laisser l'enfant endosser les conséquences de son acte. Un enfant qui refuse de réviser, vous pouvez lui dire « très bien, tu vas reprendre ta classe ». Et puis c'est tout. C'est un investissement. Oui. Mais si on parle à l'enfant qui ne comprend pas, on le suit. On te parle jusqu'à... Tu ne comprends pas. Il ne faut pas lutter pour aller chercher forcément à le faire passer en classe supérieure et continuer à l'assister. Il y a certains parents qui ont laissé les enfants reprendre et ça les a emmenés à prendre conscience, ou bien même le simple fait d'avertir l'enfant. Si tu continues, tu vas reprendre. L'enfant, il a peur de la conséquence. On l'envoie dans une autre ville pour fréquenter, comme ça il est confronté à certaines réalités qui n'ont rien à voir avec celles de la maison, comme ça il prend conscience indubitablement. Ça aussi, c'est une solution qui peut marcher. C'est aussi une solution qui peut marcher. Maintenant, pour en revenir au châtiment corporel, effectivement, il y en a qui virent dans l'extrême. Et il y a plusieurs courants de pensée qui sont contre. Mais moi, si je veux donner un avis personnel, sans tomber dans les sévices, franchement, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Pourvu que la douleur infligée s'estompe dans les minutes qui suivent, bon, c'est pas forcément... Parce qu'il y a certains enfants à qui c'est salutaire. Mais non, après, il faut savoir qu'il y a une manière même d'infliger le châtiment ou la punition, toutes les punitions dont j'ai parlé, pour que la punition reste constructive. Le but, ce n'est pas d'assouvir sa colère. Mais on voit un comportement chez l'enfant qu'on n'aime pas et on veut qu'il change. Il faut le faire de manière constructive et il y a des étapes à suivre si on veut que ce soit constructif pour l'enfant. Et une correction, une punition bien infligée vous rapproche de votre enfant au lieu de vous en éloigner. D'accord, on va décrypter ce que vous venez de nous dire là, c'est très intéressant. Le temps pour nous de partir pour le témoignage proposé par M. Emmanuel Bonzo. Quand ma fille me fait des bêtises, elle a 7 ans, elle m'a fait un jour une bêtise, c'est décrit à l'encre indélébile sur le meuble télé. Et quand je suis rentrée du travail, j'ai éclaté de rire parce que généralement on voit ça beaucoup sur Facebook, on se dit que ça ne peut pas nous arriver. Or moi ça m'est arrivé, elle a écrit à l'encre indélébile, j'ai rigolé, après je l'ai appelée pour lui dire pourquoi elle m'a fait ça. Elle m'a dit maman je voulais écrire, j'ai dit mais on n'écrit pas n'importe où. Donc pour la punition je lui ai dit je vais te punir, mais pour ta punition tu vas me lire la Bible. Donc je lui ai donné sa Bible pour enfants parce qu'elle a une Bible pour enfants.
Et elle m'a lu au moins 3 à 4 chapitres. Voilà, c'était la punition que je lui ai donnée. Mais généralement, je ne la punis pas parce qu'elle est encore toute jeune. Je lui montre en fait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Voilà. Alors, il y a une réaction qu'on a tous eue en tant que parents, on a tous vécu cela. Vous portez main ou bien vous agressez d'une certaine manière votre enfant, il pleure et il vient vers vous. Ah ça fend le cœur quoi. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous infligez, l'enfant il pleure, il se console quand même chez vous. Oui. Wow. Vous l'auteur de la douleur. Moi ça m'a... C'est bien d'avoir un cœur d'enfant. Les enfants ils pardonnent rapidement. Et on ne jette pas un bébé avec l'eau du bain. Il reste quand même votre enfant. Mais est-ce qu'il y a un distinguo avec les filles, avec les garçons? Parce que moi, j'ai des filles. Donc, je n'ai pas... Là, les garçons, mes neveux, vraiment, quand je vois, est-ce que c'est la même approche qu'il faut avoir? Entre filles et garçons. Entre filles et garçons. Ça dépend, enfin je dirais que ça dépend plus du tempérament de l'enfant. Il y a des enfants, il y a des filles qui sont très consciencieuses. Il y a des garçons aussi qui sont très consciencieux. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à âge égal, les filles sont un peu plus précoces quand même que les garçons. Donc turbulentes. Turbulentes. Ouais, c'est vrai. J'irai pas jusque-là. Mais à âge égal, les filles sont un petit peu plus précoces. Vous allez voir que les filles s'asseyent avant les garçons et par là pour les garçons. Donc elles ont une capacité de raisonnement en général qui est plus évoluée que les garçons à âge égal. Donc dans la manière de corriger, vous allez faire en fonction... Dans la manière de corriger, je dirais de punir les enfants, je dirais qu'il y a notre personnalité aussi qui joue. Il y en a qui seront plus à l'aise avec le fait d'isoler l'enfant, d'autres avec le fait de priver l'enfant de quelque chose, ainsi de suite. Moi, je ne peux pas gifler mon enfant, honnêtement. Non, mais c'est même peut pas faire. Ça maintenant, là. C'est vrai que nous, on ne nous a pas loupé. Ah oui, on a pris le... Bref, mais on a pris ça à plus fouiller. C'est pas à faire, franchement, parce que ça laisse de mauvais souvenirs en plus. À l'africaine, quoi. Ouais. Mais on ne peut plus faire ça maintenant. Comme je le disais, en fait, quand vous corrigez, quand vous punissez vos enfants, il y a une manière de le faire. D'abord, il faut appeler l'enfant. Il faut qu'il réalise la faute qu'il a commise. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui sont punis, mais qui ne savent même pas pourquoi ils sont punis. L'enfant est là, il est en train de jouer, la maman vient, elle dit pas. L'enfant ne sait pas si c'est parce qu'il arrive, il a sauté, il observait il a fait du bruit, il ne sait même pas. Donc, j'avais demandé par exemple de ne pas jouer au basket au salon. J'arrive, je vois mon fils avec la balle de basket dans le salon en train de jouer. Je l'appelle et je lui dis, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu avais dit de ne pas jouer. L'enfant sait pourquoi, d'accord? Ok, tu as joué avec ta balle de basket au salon. Je vais te confisquer ta balle. Ça, c'est la privation, par exemple. Je la garde pendant 3 jours. Pendant 3 jours, tu seras privé. Et je garde. Après, il faut apprendre à l'enfant à présenter ses excuses. On pense que demander pardon est inné, mais ce n'est pas inné. Il faut appeler votre enfant et dire quand c'est comme ça, on dit pardon papa, on dit pardon maman. Et quand votre enfant vous a présenté ses excuses, il faut dire à votre enfant que vous lui pardonnez. Il y a beaucoup de parents, oh mais quitte-la, là-bas, tu es trop bandit. Et puis il y a certains parents qui ont des mots. On parlait tout à l'heure de violence physique, mais il y a des parents qui sont violents verbalement. MB, point, chien. Il y a des parents même qui traitent leurs propres enfants de bâtards. Ça ne va pas dans ta tête, tu es bête. Non, s'il vous plaît, faites pas ça à vos enfants. Dites à vos enfants, à votre enfant que vous l'aimez, que vous lui pardonnez, que vous savez que c'est un enfant qui est sage et qu'il ne va pas reproduire. Et après, si la gaffe commise par l'enfant nécessite une certaine réparation, il faut encourager l'enfant à réparer son acte. On avait le cas de René Emmanuel qui avait injurié sa nounou. Il faut dire à René Emmanuel, tu vas demander pardon aussi à la nounou. Voilà comment une punition peut être constructive. Parce que quand on dit à son enfant qu'on l'aime en dépit de tout, qu'on lui pardonne, l'enfant ne se sent pas rejeté. Alors, au village, nos parents au village, c'est vrai qu'on les accuse, mais selon des statistiques, les enfants qui ont été élevés au village produisent à l'école de très bons résultats et une discipline à toute épreuve. Ils respectent certaines valeurs par rapport aux enfants nés en milieu urbain. Alors que parfois, on décrit, on dit que l'éducation du village est trop physique, on maltraite trop les enfants. Ils ont été élevés à la dure. C'est vrai que l'éducation africaine, elle est à la dure. L'éducation occidentale, on est un peu plus cool. Moi, je pense qu'il faut s'inspirer des deux modèles et tirer ce qu'il y a de meilleur dans les deux modèles. Quand un enfant est éduqué à la dure, des fois, ça éteint sa personnalité.
il devient un béni oui, il dit oui à tout, il ne se plaint jamais. Voilà. Quand un enfant aussi, il est élevé de manière trop cool, il peut devenir un enfant roi. Il n'a pas d'égard pour les autres, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc il faut tirer ce qu'il y a de meilleur dans les deux et puis donner une bonne éducation à son enfant. C'est une bonne conclusion. Donner une bonne éducation, ça passe bien sûr par tout ce que vous nous avez dit là. Identifier réellement la nature de la gaffe avant d'infliger aussi une punition adéquate. Merci à vous, Eunice Terreiro, d'être passé sur ce plateau. On se revoit bientôt avec beaucoup de plaisir. Et vous, chers parents, modérez les punitions parce que rappelez-vous que vous en avez aussi commis. Alors, à demain. Toutes les femmes, toutes unies.